Bonjour à tous, aujourd'hui une petite vidéo pour vous présenter l'épreuve de MSGN au bac SCMG. Donc on va plus particulièrement faire un corrigé d'une épreuve que vous pouvez avoir au bac, puisque j'ai pris un sujet en fait qui est tombé au bac il y a 2 ans. Donc rapidement, avant de se lancer dans les questions et de vous donner quelques conseils par rapport à cette épreuve, je vous présente comment est représenté donc le sujet. Donc vous voyez que la page de garde, en fait, on vous présente une liste des dossiers et puis des documents qui vont être exploités. Vous voyez que vous avez, dans chaque sujet, vous avez trois dossiers. Trois dossiers qui comportent à peu près 4 annexes, on va dire, qui chacun sont notés sur à peu près 30 points. Et puis après, la note est ramenée sur 20. Donc vous voyez que ce qui va être bien, c'est que vous allez avoir des questions qui vont vous être posées par dossier, et en fait, vous n'aurez que les documents du dossier à analyser. Donc par exemple, si la question, elle vous est posée dans le dossier numéro 1, il ne va falloir pour cela que vous ne lisiez que les documents du dossier numéro 1. Hein, vous n'aurez pas à analyser les documents du dossier numéro 3 pour répondre aux questions du dossier numéro 1. Parce que vous allez voir qu'il y a beaucoup d'annexes, et donc du coup c'est bien de trier les informations. Ensuite, la page suivante, on va vous présenter rapidement l'entreprise sur laquelle vous allez travailler tout au long du cas. Donc on va vous présenter son historique, ses caractéristiques principales, etc. Je vous conseille de bien lire cette feuille, même si elle est avant les questions, il ne faut pas la négliger. Parce que déjà, premièrement, c'est une page qui va vous donner le contexte général de l'entreprise. Donc ça va vous aider à mieux comprendre le cas de manière générale. Et puis en plus, vous allez voir que vous allez trouver des informations qui vont vous servir à répondre aux questions dedans. Donc voilà, lisez bien cette feuille avant de vous plonger dans les questions. Et ensuite, donc du coup, on vous présente les trois dossiers avec la liste des documents exploités par dossier et un certain nombre de questions. Donc là, je redis ce que je vous ai dit à l'instant, c'est que, par exemple, ici, dans le dossier numéro 1, on vous dit qu'il n'y a que les 4 premiers documents qui en font partie. Du coup, les questions qu'on vous pose dans ce dossier numéro 1, elles ne portent que sur les 4 premiers documents. Donc vous n'avez pas à lire les autres documents pour y répondre. Donc sans plus attendre, moi ce que je vais faire, c'est que je vais corriger avec vous le premier dossier. Je ne vais pas faire tout le sujet, parce que vous voyez que c'est un sujet qui est assez long. Je vous mettrai de toute façon en description le lien du corrigé officiel, comme ça vous pourrez regarder le reste de l'épreuve. Mais voilà, je vais corriger donc le dossier numéro 1 avec vous, et surtout je vais vous montrer comment est-ce qu'il faut raisonner dans votre tête pour répondre à ces questions et gagner le maximum de points. Vous allez voir que c'est toujours la même méthode. Donc par exemple, pour la question numéro 1, on vous demande d'identifier les différentes ressources de l'entreprise Maison Ferber. Donc moi, dans ma tête, ce que je vais faire, c'est que dans la question, je vais évidemment regarder le verbe directeur pour savoir ce qu'on attend de moi. Donc là, on me demande d'identifier, donc il va falloir que je liste des choses. Et puis surtout, je vais repérer le mot-clé de la phrase, qui est le mot du cours que vous avez dû voir donc, lors de votre cours de management. Et donc, ici, le mot-clé, c'est ressources. Et normalement, en cours de management, vous avez dû voir que les ressources, on les classifie selon les ressources tangibles et intangibles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans votre copie, il va falloir que vous fassiez apparaître ces termes de tangible et d'intangible. C'est là-dessus qu'on va vous attendre et c'est là-dessus que vous aurez des points. Et donc vous allez faire cette distinction dans votre réponse. Donc là, vous allez commencer par lister les ressources tangibles. Vous avez dû voir en cours que parmi les ressources tangibles, il y a les ressources physiques, financières et humaines. Et puis il ne vous reste plus qu'à exploiter les documents pour détailler et lister les ressources selon les catégories que vous avez identifiées. Donc pour les ressources physiques, on vous explique notamment dans le document numéro 3 que, eh bien, ils ont un ancien bâtiment, hein, ici, et puis qu'ils veulent construire un nouveau laboratoire. Donc ça, on pouvait le lister dans les ressources physiques. Ensuite, dans le document 2, on vous disait que la dirigeante, elle voulait faire un emprunt pour financer justement ce nouveau laboratoire. Il y a de l'argent qui est aussi en réserve sur les comptes de l'entreprise, donc ça fait partie des ressources financières. Petite remarque par rapport aux ressources financières, ne mettez jamais le chiffre d'affaires dans les ressources financières. Là, vous voyez, on vous l'indique dans la page introductive, on vous disait que le chiffre d'affaires annuel de l'entreprise est de 2 millions d'euros, 2,8 pour être précis, mais le chiffre d'affaires ne fait pas partie des ressources financières, donc il ne faut pas le mettre sur votre copie. Et puis enfin, dans un document, on vous disait qu'il y avait 30 salariés, donc ça c'est les ressources humaines. Donc là, vous voyez, faites bien apparaître sur votre copie tous les termes exacts, à savoir ressources tangibles, physiques, financières, humaines. Ok. Et donc maintenant, sur les ressources intangibles, bah là, on vous attend sur les ressources immatérielles, donc notamment la marque, sa notoriété, les ressources technologiques, donc son site web, et puis enfin, au niveau des ressources humaines, il y a le savoir-faire. Hein, je vous rappelle que la différence entre tangible et intangible, c'est le fait que les ressources tangibles, on peut les voir, on peut même les toucher, les ressources intangibles, c'est l'inverse.
Donc du coup, voilà, vous faites cette distinction dans votre copie et vous mentionnez bien ces mots-clés pour avoir le maximum des points. On enchaîne avec la deuxième question. On vous demandait de montrer, de présenter, pardon, les modalités du contrôle qualité mises en place par l'entreprise Maison Ferber. Donc là, le terme clé de la question, c'est contrôle qualité. Et vous avez dû voir dans le cours que le contrôle qualité, il se fait à plusieurs étapes de la fabrication et de la vente du produit. Donc du coup, là, votre réponse, eh bien, elle doit consister à détailler chacune de ces étapes et à montrer que dans chacune des étapes de fabrication du produit et de vente du produit, on a une démarche qualité. Donc là, par exemple, on vous disait que, dans les annexes, hein, que les matières premières étaient choisies avec soin, hein, ce qui montre une démarche qualité. On vous disait aussi que le stockage porte une attention particulière. Et puis, l'aspect du produit final est contrôlé pour terminer, juste avant la vente. Donc vous voyez, vous détaillez chacune des étapes de fabrication du produit et vous montrez en quoi il y a une démarche qualité pour répondre à la question. J'enchaîne avec la question numéro 3. La question numéro 3, c'est la fameuse question de réflexion. Donc vous allez avoir une question comme ça au bac, on va vous demander en une quinzaine de lignes de répondre à une question un peu plus développée, hein. Donc pour la plupart des questions, on vous demande de répondre en, on va dire, entre 5 et 10 lignes. Là, ça va appeler à une question un peu plus développée et structurée. Donc là, ce qu'on vous demande ici, c'est en une quinzaine de lignes de montrer que le mode de production choisi par l'entreprise lui permet d'être flexible tout en garantissant la grande qualité de ses produits. Donc là, même raisonnement, dans ma tête, je me demande quel est le mot-clé, sur quoi on va m'attendre. Donc là, ici, le terme clé, c'est mode de production. Parce qu'en cours, vous avez dû voir qu'il y avait différents modes de production, et c'est donc là-dessus qu'on va vous attendre. Alors dans le détail, je vous ai mis en rouge ce que vous avez dû voir en cours. Vous avez dû voir que les modes de production, ils peuvent être à l'unité, ou en petite série, ou encore en série. Deuxième distinction qu'on fait, elle peut être en continu ou en discontinu. Et enfin, elle peut être en flux tendu ou en flux poussé. Allez, je vous rappelle rapidement ce que ça veut dire chacun de ces termes. Les productions à l'unité, c'est quand la production d'un produit, elle n'est pas faite à la chaîne. C'est-à-dire que chaque produit a une attention particulière et va demander un temps de fabrication qui est particulièrement long. Par exemple, je ne sais pas, les avions, ils sont fabriqués à l'unité. La fabrication en série, c'est l'inverse, c'est quand on fabrique les produits à la chaîne, parce qu'ils ne demandent pas une démarche ou un savoir-faire particulier. Et puis donc évidemment, entre les deux, c'est la petite série. D'autre part, les produits peuvent être fabriqués en continu ou en discontinu. En continu, c'est quand vous ne pouvez pas arrêter le processus de production, sans quoi vous allez détériorer le produit. Par exemple, je ne sais pas, les produits chimiques, vous ne pouvez pas arrêter leur production parce que sinon la réaction chimique va s'arrêter et donc du coup votre produit ne sera pas possible de mettre à la vente. En discontinu, c'est l'inverse, c'est-à-dire que vous pouvez arrêter le processus de production sans que cela n'ait de conséquences sur la qualité de votre produit. Et enfin, vous pouvez avoir un mode de production en flux tendu ou en flux poussé. Flux tendu, c'est quand vous attendez que le client vous réclame le produit pour le fabriquer. Les flux poussés, c'est l'inverse. Vous produisez le produit sans que vous ne sachiez s'il va y avoir des clients qui vont l'acheter. Donc ici, si vous exploitiez les annexes, vous vous rendiez compte, notamment dans l'annexe 2, hein, qui était l'interview de la dirigeante, euh, que la production elle est en petite série, discontinue et en flux poussé. Il y a d'ailleurs même le terme de flux poussé qui est directement mentionné dans l'annexe 2. Ce que je vous conseille de faire, comme on est dans la question de réflexion qui demande une quinzaine de lignes, bah, vous pouvez donc déjà commencer par ça et puis donner la définition des termes que vous venez de mentionner. Donc vous dites ce que c'est une production en petite série, une production en discontinu, une production en flux poussé. Et puis après, vous passez à la deuxième partie de la question, on vous demande de l'impact sur la flexibilité et la qualité des produits. Donc là, vous allez présenter les avantages et les inconvénients. Ce que je vous conseille de faire ici, c'est du coup de faire deux paragraphes. Dans un premier temps, vous allez présenter les avantages de la petite série discontinue et flux poussé sur la flexibilité de l'entreprise et la qualité des produits. Et dans un deuxième temps, les inconvénients. Donc là, par exemple, ce qu'on pouvait dire dans les qualités, c'est que quand on est en flux poussé, on n'attend pas que le client réclame le produit, donc on a plus de temps pour fabriquer le produit. Ce qui va supposer une meilleure qualité et une meilleure flexibilité. Hein, par exemple, s'il y a une rupture de stock, ça ne vous contraint pas à quand même fabriquer le produit. Je veux dire une rupture de stock des matières premières. Donc voilà ce dont il va falloir que vous discutiez dans cette question de réflexion, et en tout, il va falloir que vous vous retrouviez avec une quinzaine de lignes. Je termine par la question numéro 4. La question numéro 4, alors là, elle est au choix, hein. Je vous rappelle que vous avez des questions au choix dans chacun des dossiers. Vous aviez le choix entre identifier les styles de direction mis en œuvre dans l'entreprise et justifier votre réponse,
Et puis donc la deuxième question possible, c'était d'écrire les mécanismes de coordination mis en place au sein de l'entreprise. Moi j'ai choisi la première, hein, donc j'ai cherché à répondre à identifier les styles de direction mis en œuvre dans l'entreprise. Et là pareil, vous voyez, j'ai la même démarche. Dans ma tête, je me dis, quel est le mot-clé de la question? Quel est le mot que j'ai vu dans le cours et qui du coup va m'aider à trouver les termes sur lesquels je serai attendu lors de ma copie. Et donc du coup ici, eh bien, c'est style de direction qui est mon mot-clé. Vous avez dû voir en cours qu'il y a différents styles de direction. Je vous les ai remis en rouge ici. Les styles de direction, ils peuvent être paternalistes, autoritaires, consultatifs ou participatifs. Donc il faut que vous choisissiez un ou plusieurs termes selon ce qu'on vous dit dans les annexes. Bon, ici vous avez l'annexe 2, hein, encore une fois, c'est l'interview par rapport à la dirigeante. Et on vous disait que, je la surligne ici cette phrase, Christine Ferber est une dirigeante très charismatique qui dispose d'une autorité incontestée et qui aussi entretient des relations de proximité avec ses collaborateurs. Donc ici, on voit clairement que c'est le style de direction paternaliste, c'est-à-dire une situation où le dirigeant a une certaine autorité, hein, c'est une dirigeante qui est reconnue, mais qui en même temps va être proche de ses collaborateurs. Donc ce que vous allez faire dans votre copie, c'est vous allez dire que ici on a affaire au style paternaliste, et ensuite vous justifiez votre réponse en expliquant ce que ça veut dire, et en citant l'annexe que vous avez utilisée. Et puis, un peu plus loin dans l'interview, vous avez une autre situation où on dit que eh bien, la dirigeante elle a une approche plus participative dans les autres services, ce qui montre qu'il y a aussi un style participatif. Mais ce que je veux que vous reteniez ici, dans cette question et dans toutes les autres questions, c'est que comment est-ce que j'ai trouvé ma réponse? Eh bien, je suis parti de mon mot-clé de la question et j'en ai déduit les termes sur lesquels on m'attendait lors de la réponse. Et donc, dans toutes les questions qu'on vous pose, à part les questions calculatoires, il va falloir que vous fassiez cette démarche-là pour avoir le maximum des points. Hein, vous regardez quel est le mot-clé de votre question, et du coup, vous en déduisez eh bien, les termes qu'il va falloir que vous fassiez apparaître sur votre copie. Voilà. Et donc, si vous faites cette démarche à chaque fois, vous devriez avoir une très bonne note, à condition évidemment que vous exploitiez correctement les annexes. Deux petits rappels avant que je termine cette vidéo. Je vous rappelle premièrement que les notions de terminale sont bien sûr à réviser pour cette épreuve, mais aussi les notions de première. Donc ce que vous avez vu en sciences de gestion et en management, ça peut tomber lors de certaines questions dans les dossiers. Donc attendez-vous à avoir quelques questions comme ça qui portent sur le programme de première. Dernière chose, euh, dernier petit conseil que je vous donne, lisez bien les questions avant de vous plonger dans les documents. Comme ça vous permet, dès la première lecture, de faire une lecture active des documents, c'est-à-dire que vous allez déjà repérer, dès votre première lecture, les informations qui sont susceptibles de vous aider à répondre aux questions. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Je vous invite à regarder en description le lien du sujet complet et du corrigé complet si vous voulez eh bien, faire le sujet en entier. Je vous souhaite évidemment un bon courage pour cette épreuve du bac et puis une très belle réussite pour l'épreuve.